Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour cette émission qui suit la séance des questions d'actualité au gouvernement. Si vous avez suivi cette séance cet après-midi au Sénat, eh bien, vous avez pu voir des interventions très diverses, à la fois sur la situation en Ukraine, mais également sur la reprise ou non de la croissance économique en France. Deux questions aussi sur les intermittents du spectacle. Sur tous ces termes, on va y revenir dans quelques instants avec nos invités. Le premier d'entre eux, ce sera Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Mais auparavant, je vous propose d'écouter la réponse de Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre est intervenu à plusieurs reprises dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi, et notamment sur la situation très tendue encore aujourd'hui en Ukraine. On écoute Jean-Marc Ayrault. Il faut que l'Union européenne parle avec la Russie. Il faut une politique russe de l'Union européenne qui n'est pas assez définie, et c'est nécessaire. Et puis en même temps, il faut être respectueux et garant de la souveraineté de l'Ukraine et respectueux des choix du peuple ukrainien qui aspire à la liberté et à la démocratie. Voilà le cadre de notre action. Voilà l'urgence aussi. Voilà la nécessité d'agir, et la France y travaille, mais la France n'est pas seule, elle le fait avec ses partenaires européens, et le Conseil des ministres franco-allemands d'hier a été une étape importante parce que nous avons une responsabilité particulière d'entraîner les autres. Madame Ashton, bien évidemment, est associée à tous ces travaux. Je souhaite vraiment, comme vous tous et toutes ici, que nous sortions de cette spirale de la violence, mais la France ne ménagera pas sa peine pour y contribuer. Jean-Pierre Raffarin, bonjour, merci d'être avec nous. On vient d'entendre le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il a dit que la France ne ménagera pas sa peine pour un retour au calme en Ukraine. Mais quelles sont réellement nos marges de manœuvre? On ne va pas s'engager militairement, on ne va pas financer la révolte. Même la palette des sanctions semble assez limitée. En matière de politique étrangère, je ne souhaite pas critiquer ce qui est fait. Je pense que la réaction de la France est très tardive. Mais je pense que la visite de M. Fabius aujourd'hui avec ses collègues allemands et polonais, ce qu'on appelle le triangle de Weimar, est très utile. Et au fond, le ministre des Affaires étrangères a dit à peu près ce qui peut être la ligne, c'est-à-dire le retour à des élections. Au fond, c'est un pays qui connaît les élections. Nous ne sommes pas là dans un pays qui n'a jamais fait d'élection. L'opposition d'aujourd'hui, c'était le pouvoir d'hier. Donc, il y a sans doute la manière de sortir de cette crise, à la fois par le dialogue, ça doit être le travail de la France, mais aussi de l'Union européenne. Démarche trop tardive, mais il est très important de la mener, et puis essayer de convaincre les uns les autres que c'est au peuple ukrainien de choisir son avenir. Démarche trop tardive, vous le dites, et les sanctions du coup doivent arriver assez rapidement. On a entendu hier Angela Merkel et François Hollande, ils ont quand même été assez évasifs sur ces sanctions, sur leurs modalités, sur le calendrier éventuel d'application. Oui, mais parce que le mot sanction, l'approche de sanction est quelque chose de très difficile. Ça veut dire qu'on prend parti. Et en l'occurrence, il faut que ce soit le peuple ukrainien qui s'engage. Donc nous, on n'est pas là pour défendre une équipe contre une autre. On est là pour dire que la démocratie et l'esprit de justice et surtout la trêve face au massacre doit pouvoir se prolonger. Et aujourd'hui, ce que nous vivons est quelque chose d'inacceptable. Et c'est par le dialogue et par la sortie politique qu'on pourra espérer un mieux en Ukraine. Au JO de Sochi, le CIO refuse que les athlètes ukrainiens portent un brassard noir. Ce serait légitime selon vous? On n'a pas à donner nos règles à des organisations internationales, mais enfin, je pense que c'est clair que après ces situations et tous ces meurtres et toute cette situation de deuil, il serait aussi sensible de pouvoir permettre ce type d'expression. Donc moi personnellement, je trouve que les athlètes ukrainiens ont raison de montrer qu'ils sont sensibles à ce qui touche leur pays et leur peuple. Sur la situation économique de la France, le Premier ministre a répondu à une question dans l'hémicycle au Sénat cet après-midi. Jean-Marc Ayrault, que je trouve assez positif aujourd'hui sur la reprise de la croissance, il voit tous les clignotants passer au vert. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le gouvernement peut passer à côté
de l'état de crise du pays sur le plan économique et social. Le nombre de PME dans nos départements aujourd'hui qui sont obligés d'aller au tribunal de commerce parce qu'il y a 300 000 euros, 400 000 euros d'impayés aujourd'hui. Partout, nous voyons des entreprises en difficulté. On sent que la crise est là et on nous dit que ça va mieux. Mais je crois qu'il y a un vrai déphasage. Vous ne sentez pas un petit frémissant? Non, il y a des indicateurs macroéconomiques, mais sur le terrain, dans l'économie réelle aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce qui nous est annoncé, c'est 60 000 faillites pour l'année 2014. C'est-à-dire qu'on est face à vraiment quelque chose qui est d'une extrême gravité et face à cela, le gouvernement tergiverse. Voilà maintenant près de 2 mois que le président de la République a dit il faut faire une politique de l'offre, une politique de l'entreprise, des allègements de charges, et depuis 2 mois, tout le monde tergiverse et rien ne se fait. Il y a quand même urgence. un calendrier qui est mis en place autour Oui, de mais ce le pacte de calendrier, c'est pas une responsabilité. mesure. Il y a urgence. Et ce que nous entendons aujourd'hui, ce sont des SOS d'alarme de la part des entreprises. Et les entreprises ont besoin de cette confiance, notamment par l'allègement des charges, pour pouvoir embaucher et pour pouvoir investir. Et on n'a pas le sentiment aujourd'hui que le gouvernement est conscient de l'état des entreprises françaises aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui tergiverse. Jean-Pierre Raffarin, Pierre Gattaz à la tête du MEDEF aussi. Un coup, il veut plus du pacte de responsabilité, un coup, il en veut. À quel jeu il joue, selon vous, le président du MEDEF? Mais la question, c'est la balle est dans le camp du gouvernement. Qui a intérêt à ce que ça redémarre? C'est le gouvernement. Qui a pris des engagements pour que ça aille mieux? C'est le gouvernement. Qui a parlé d'inversion de la courbe du chômage? C'est le gouvernement. Alors que le gouvernement commence à mettre en œuvre les 50 milliards d'économies qu'il a annoncées. Et à ce moment-là, vous verrez que les entreprises seront prêtes à suivre le gouvernement. C'est au gouvernement d'agir. C'est lui qui doit avoir l'initiative. C'est lui qui doit faire le premier pas. C'est lui qui a besoin de la confiance des entreprises. C'est lui qui doit aujourd'hui montrer le chemin pour retrouver Il ne s'engage pas assez, vous trouvez, le gouvernement? Ça ne va pas assez vite. Le gouvernement tergiverse. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que le gouvernement applique la politique du président? Ou est-ce que le gouvernement complique l'action du président? Moi, je pense très clairement qu'il y a une question qui est posée dans le pays aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement met en œuvre la position et la politique du président? Et c'est la question fondamentale, parce que dans la Ve République, le gouvernement, il est là pour exécuter ce que a souhaité le président. Peut-être que le gouvernement et François Hollande aussi attendent les élections, de laisser passer les élections municipales. Mais régulièrement, plus on attend, plus c'est le chômage qui augmente et plus c'est des entreprises qui perdent leur propre existence et qui font de plus en plus de chômeurs. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui attendre. Il y a urgence. Je le dis vraiment avec gravité. Je reviens d'une tournée sur le terrain. La situation de nos PME est aujourd'hui une situation d'alerte maximum. Jean-Pierre Raffarin, très rapidement, pour finir, est-ce que vous partagez l'optimisme de Jean-François Copé sur les élections municipales? Il est clair que les indications que nous avons sont meilleures, un tassement du Front National et une très forte abstention de l'électorat socialiste. Les électeurs socialistes, ceux qui ont voté pour François Hollande, sont profondément déçus. Ils ne votent pas à droite naturellement, mais je pense qu'ils vont rester à la maison. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'être venu sur notre plateau cet après-midi. On va maintenant écouter un autre extrait de ces questions d'actualité au Sénat. Toujours Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui répondait à une question sur les résultats en termes d'économie et d'emploi. Jean-Marc Ayrault qui a livré dans l'hémicycle du Sénat un certain optimisme vis-à-vis de cette conjoncture économique. On l'écoute. En effet, les choses vont dans la bonne direction. N'attendez pas de moi de l'autosatisfaction, que tout serait réglé, qu'il n'y aurait plus rien à faire. Je dis au contraire, parce que les chiffres de la croissance au dernier trimestre sont meilleurs que prévu, quasiment au niveau de l'Allemagne, et en tout cas nettement au-dessus de la moyenne européenne qui est négative, et que les perspectives de croissance sont bonnes et meilleures pour 2014, après, je le rappelle, la plus grande crise que l'Europe ait connue depuis les années 30. Après 5 années en moyenne de croissance zéro, avec une augmentation du chômage de masse, des destructions d'entreprises, des régions en souffrance, les choses vont dans la bonne direction. La France redémarre en effet. Alors, est-ce que l'économie française redémarre? On en discute tout de suite avec nos deux invités. François Marc, rapporteur général du budget au Sénat. C'est vous qui interpelliez sur ce sujet le Premier ministre cet après-midi au Sénat. Et puis Pierre Laurent, merci d'être avec nous aussi sur ce plateau. Tous les deux déjà en réaction au Premier ministre. Est-ce que ça redémarre vraiment en France? François Marc.
Je crois qu'il y a des signaux et moi j'ai questionné le Premier ministre pour Mais vérifier. précisément, c'est quoi ces petits signes Eh bien, de les reprise? signaux, c'est que au niveau de la croissance, nous avons aujourd'hui un chiffre qui est très proche de la croissance allemande. On cite l'Allemagne en exemple depuis des mois et des mois. Et de fait, aujourd'hui, la France est en train de rattraper l'Allemagne en ce qui concerne le taux de croissance. C'est tout de même le signe que les choses sont en train de se rapprocher au sein de l'Europe et par rapport à ce pays qui tirait l'Europe jusque-là. Et nous avons un taux de croissance pour l'année 2013 qui est de 0,3. L'Allemagne, c'est 0,4. Donc on est dans des choses très proches. Donc ma question au Premier ministre, c'était de savoir si ça annonçait des résultats plus satisfaisants qu'anticipés pour 2014 et les années qui suivent et pour la trajectoire de la France. Et son sentiment, c'est qu'effectivement, on est en train de retrouver un rythme de croissance plus satisfaisant. Et donc pour l'emploi, on peut avoir quelques espoirs d'une stabilisation et au-delà d'une reprise de l'embauche en France. Pierre-Laurent, vous partagez cet optimisme ou est-ce que c'est un peu de la méthode Coué? Non, malheureusement, je ne le partage pas. Pas parce que j'ai envie de critiquer le gouvernement, mais parce que je pense que ces résultats, les chiffres dont parle François Marc sont très minimes, très fragiles. La référence au modèle allemand ne fonctionne pas parce que l'Allemagne est tirée par un niveau d'exportation absolument extrêmement élevé et qui se fait au détriment, ces exportations, de tous ses partenaires européens. Donc ça n'est pas en entrant dans cette concurrence-là que nous pourrons nous en sortir. Donc vous partagez la position de Jean-Pierre Raffarin qui nous disait il y a quelques minutes sur ce plateau que le gouvernement était déphasé par rapport à la réalité du pays? Non, je partage en général assez peu le diagnostic de Jean-Pierre Raffarin sur la situation économique et sociale. Donc ma critique à moi, elle est différente. C'est que je crois qu'on ne mobilise pas assez les ressources, par exemple les ressources bancaires et financières, pour venir en aide au système industriel en difficulté. J'étais encore hier en Isère dans une entreprise de la plateforme chimique de Pont-de-Clay qui est face à des difficultés importantes. Eh bien, il ne trouve pas d'interlocuteur. Le commissaire au redressement productif n'a pas l'air d'un grand secours. Les banques ne sont pas au rendez-vous. Et je crois qu'on ne soutient pas assez fortement nos filières industrielles et que c'est autour de ça qu'il faudrait mobiliser davantage de moyens. Et puis on en est toujours à chercher, il y a la réalité du budget aussi, François Marc, et les 50 milliards d'économies à trouver. Bernard Cazeneuve poursuit ses consultations. Ça va être l'autre difficulté importante pour le gouvernement. C'est une exigence première que de redresser les finances publiques et je pense que toute l'économie espère que la sphère budgétaire va trouver son équilibre et donc c'est effectivement un souci du moment que de redresser les finances publiques qui étaient dans un état assez pitoyable. Donc il y a à financer ça par des économies sur les dépenses. Il faut trouver les 50 milliards sur 3 ans et aujourd'hui un certain nombre de réunions de travail y sont consacrées. J'étais ce matin à Bercy pour une réflexion autour de ces sujets et nous sommes tous mobilisés pour essayer de trouver la meilleure équation pour que nos finances publiques soient assainies parce qu'une condition nécessaire pour que la croissance reparte, c'est que les finances publiques fonctionnent dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des signaux sur l'emploi aussi. L'emploi industriel repart un peu, l'investissement repart, la consommation, il y a des chiffres qui sont annonciateurs de meilleures performances. Donc il y a un certain nombre de signaux positif. Je ne veux pas dire que tout va bien, que tout est rose, que les difficultés ne sont pas là pour de nombreuses entreprises, mais les choses sont en train de se stabiliser et je l'espère de s'inverser. Et c'est ça qu'il faut accompagner aujourd'hui. Et c'est pour ça que le gouvernement appelle chacun à se mobiliser et que ce pacte de responsabilité est aujourd'hui l'enjeu premier de mobilisation de toutes les énergies. Pacte de responsabilité que vous refusez, hein, Pierre-Laurent. Vous allez participer à la grève, aux manifestations contre ce pacte à la mi-mars, organisée par certains syndicats. Oui, vous allez vous mobiliser? Nous allons soutenir la journée d'action qui est en préparation pour le 18 mars et les organisations syndicales, je crois, se réunissent demain pour la préparer. Donc on en saura plus à ce moment-là. Mais nous serons en soutien de ces mobilisations parce que nous voyons bien que les contreparties dont on nous parle depuis le début, eh bien, elles ne vont pas venir. Et Pierre Gattaz, d'une certaine manière, est très clair sur le sujet. Même quand il arbore son petit badge 1 million d'emplois, 1 million d'emplois, c'est ce que de toute façon on crée comme emploi dans les conditions actuelles sur 5 ans. Donc c'est pas ça l'effort de création d'emplois dont on a besoin. Et en matière d'assainissement des finances publiques, là aussi mon diagnostic est différent. Si on déprime la dépense publique,
On va aggraver nos problèmes d'emploi, par exemple dans le bâtiment et dans d'autres secteurs, parce que l'investissement public ne sera pas au rendez-vous. Et je crois que le vrai problème, c'est le déficit de ressources nouvelles. Et on a un gros problème avec la fiscalité des entreprises qu'on continue d'alléger, alors qu'en vérité, il faudrait la repenser pour qu'elle devienne dissuasive pour la croissance financière et plus utile au développement de l'investissement réel. C'est vrai, François-Marc, que sur cette question des contreparties au pacte de responsabilité, c'est un peu flou encore. Et certains, au sein même de votre majorité au Parti socialiste, sont très attentifs sur cette question des contreparties. Quelle est votre position à vous? Est-ce qu'il faut vraiment fixer des contreparties fortes vis-à-vis du patronat et quant au pacte de responsabilité? Eh bien, quand on cherche de meilleures performances dans une équipe sportive, on essaie de mobiliser tous les joueurs de l'équipe. Et bien entendu, c'est ce qui est aujourd'hui l'objectif, que chacun se sente mobilisé. Mais c'est vrai que si on donne trop d'avantages à certains et que certains joueurs de l'équipe ont le sentiment d'être traités d'une façon moins satisfaisante, les choses ne se passeront pas bien. Bon, donc il s'agit bien de trouver un équilibre. Alors aujourd'hui, il est clair que la fiscalité des entreprises françaises est relativement difficile et coûteuse. Donc il y a sans doute des ajustements à faire. C'est ce que demandaient les milieux économiques. Ils sont en train d'être mis sur la table, ces ajustements. Et ensuite, il conviendra que les entreprises s'engagent, me semble-t-il, dans un certain nombre d'objectifs ambitieux en matière d'emploi, en matière de formation et en matière de statut pour les salariés. Donc il y a des contreparties, nécessaires, mais ça doit être traité par branche professionnelle en fonction des possibilités de chacune des branches. Très bien, merci beaucoup François-Marc d'être venu sur ce plateau. On va parler des intermittents du spectacle dans quelques secondes avec Catherine Procaccia qui va également nous rejoindre, puisque comme vous, Pierre-Laurent, elle a interpellé le gouvernement tout à l'heure sur cette question. J'avais juste envie de vous demander où en étaient vos relations avec Jean-Luc Mélenchon, Pierre-Laurent. Est-ce que la ligne est définitivement coupée? Décidément, ça vous obsède. Mais moi, pas particulièrement, mais ça nous intéresse. Si, les journalistes, d'une manière générale, on dirait que la Terre tourne autour des relations entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre-Laurent. Non, le Front de gauche a repris le dialogue et va préparer des listes communes aux élections européennes. Donc le dialogue a repris, oui. Et sur les municipales, Jean-Luc Mélenchon qui voulait qu'on sur les retire municipales, le logo maintenant les choses sont parties comme elles sont parties, affiches. avec des différences entre nous dans un certain nombre de communes, tandis que dans d'autres nous sommes rassemblés. Maintenant, on va aller aux élections municipales comme ça et on construira ensemble les élections européennes. Oui, mais Mélenchon qui voulait qu'on retire le logo du Front de gauche sur certaines affiches, vous lui répondez quoi? Mais il y a une réponse, je crois, qui a été apportée hier soir par mes camarades parisiens sur cette question. Et puis ensuite, on en restera là et on va aller aux élections municipales très tranquillement, comme on a commencé à le faire. Et le front reprendra pour les européennes, c'est ce que vous nous dites. Sur le dossier des intermittents, Catherine Procaccia, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous avez tous les deux interpellé le gouvernement. Pas tout à fait en disant la même chose. Pas tout à fait en disant la même chose, et on va le comprendre tout de suite quand vous allez vous exprimer. Le MEDEF, c'est vrai, a pris une position assez radicale vers la suppression de ce régime. Est-ce que c'est une position que vous partagez, vous, à l'UMP, Catherine Procaccia? Je ne sais pas quelle est la position de l'UMP. Je dis que je suis intervenu à titre personnel et je ne demandais pas la suppression du régime. J'ai simplement été choqué par les déclarations d'un côté comme de l'autre, comme je l'ai dit. À la fois, c'est on supprime tout ou on ne touche à rien. Et de la déclaration d'un certain nombre de syndicalistes qui, lorsque les journalistes leur disaient mais il faut bien faire des efforts puisqu'il faut en faire partout, vous êtes prêts à en faire? Pas de réponse. Donc moi, je suis un peu choquée parce que ça concerne tout le monde et ça concerne en particulier les intermittents. Mais ma question, elle portait pas sur, comme je l'ai dit, ces travailleurs de l'ombre, les journalistes, mais justement sur l'abus de ce type de contrat par un certain nombre de gros producteurs qui pourraient utiliser des CDD, des CDI ou plutôt que des intermittents et qui leur servent des salaires beaucoup plus faibles sous prétexte qu'il y a une forte indemnisation. Je trouve pas ça normal et je trouve pas ça normal que la ministre m'ait fait une réponse comme si elle s'adressait au MEDEF. Pierre-Laurent, est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même qu'il y a des abus autour du régime de l'intermittence du spectacle? Oui, il y a des grandes entreprises de l'audiovisuel qui font des abus et qui abusent de l'utilisation, qui détournent en fait le régime de l'intermittence
pour employer à travers ce régime des salariés qui devraient être des permanents. Donc vous êtes plutôt d'accord tous les deux sur ce point-là. Mais personne, ce que je voudrais dire, c'est que absolument personne ne dit qu'il n'y a rien à toucher. Et pour une raison simple, c'est qu'il y a eu une réforme faite en 2003 par la droite, par le gouvernement Raffarin, et qu'on sait très bien qu'elle n'a pas résolu les problèmes qu'elle prétendument elle allait résoudre. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, et c'est le sens de la question que j'ai posée, il y a un rapport qui a été commandé par les entrepreneurs du spectacle, par le Syndéac, pour faire des hypothèses chiffrées. Et ces hypothèses montrent, et j'ai demandé d'ailleurs que la commission culture auditionne le Syndéac et les auteurs de ce rapport, ces hypothèses montrent qu'un régime pérenne et équilibré est possible sans augmenter le nombre d'heures travaillées pour les intermittents, parce que ça protège les plus précaires, à condition de mettre en place un cumul des indemnités et salaires quand ce cumul est trop élevé. Donc les bases d'un régime équilibré existent, il suffit d'aller chercher les propositions là où elles sont, plutôt que d'écouter les discours complètement démagogiques du MEDEF, qui en fait se sert de cette affaire pour mettre en cause plus généralement les droits des chômeurs dans le cadre des négociations autour de l'assurance chômage. Il y a eu ici au Sénat un groupe de travail autour de l'intermittent du... aussi. Voilà, il y a eu pas mal. Blandin et Blandin, des deux, qui ont fait une table ronde il y a peu de temps, avant le rapport de Patrick Gilles d'ailleurs, où il y a un certain nombre de pistes, mais ces pistes pour l'instant elles n'ont pas été exploitées. Ouais. Mais vous seriez pour réouvrir ce dossier et peut-être faire ici une mission d'information au Sénat. Peut-être qu'il pourrait y avoir un travail transversal. Il y en a beaucoup, mais tout a déjà été dit et je crois qu'il faut maintenant avancer. Non, justement, il y a un élément nouveau qui est très intéressant, c'est que les pistes, elles n'étaient pas chiffrées jusque-là. Et le rapport commandé par le Syndéac a maintenant chiffré, a fait une étude précise. Donc nous connaissons les résultats et nous voyons dans ce rapport que les propositions faites par le comité de suivi des intermittents et d'autres sont parfaitement viables. Merci à tous les deux d'être venus parler de cette question. On sait que c'est toujours un sujet sensible parce que les intermittents du spectacle sont dans la communication et savent se faire entendre assez facilement. On les soutient aussi parce qu'ils travaillent avec nous tous les jours. En tout cas, on reparlera de ce dossier évidemment ici au Sénat. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et pour être complet sur cette question des intermittents du spectacle, je vous propose de réentendre le ministre du Travail, Michel Sapin, qui a répondu tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat à Pierre Laurent. On l'écoute. Je veux redire ici, comme nous l'avons dit déjà, Aurélie Filippetti et moi-même, bien avant que la question ne soit posée, bien avant que le MEDEF ne mette sur la table cette proposition de suppression du système des intermittents, je veux redire notre attachement profond à la pérennité d'un système qui permette de couvrir les intermittents du spectacle. Il appartient aux partenaires sociaux de trouver une solution. C'est évidemment du côté syndical que le refus doit s'exprimer d'une remise en cause de cette nature. Mais je vous redis ici notre attachement profond. C'est un système spécifique. Permettez-moi de répondre à ceux qui ont posé la question. Et le jour où vous poserez la question, il vous sera répondu. Et donc, Monsieur Pierre Laurent, je veux redire ici clairement notre attachement à ce système de l'intermittence qui est un des éléments qui fait la spécificité de l'activité culturelle française. Voilà donc pour ce dossier des intermittents du spectacle abordé cet après-midi lors des questions d'actualité au Sénat. On va finir cette émission maintenant avec les OGM et avec vous Jean Bizet, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur ce plateau. Sénateur UMP, et vous avez fait ressurgir cette semaine au Sénat la guerre entre les pros et les anti-OGM. Je m'explique, il y avait une proposition de loi déposée par le groupe socialiste et soutenue par le gouvernement, une proposition de loi qui visait à interdire la culture du maïs transgénique en France. Vous avez déposé une motion contre cette proposition de loi en séance. Cette motion a été adoptée. Un peu à la surprise, parce que peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une majorité pour les OGM ici au Sénat. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par ce résultat ? D'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas moi qui ai fait ressurgir la question, c'est le gouvernement qui a souhaité, au travers d'une proposition de loi que je qualifierais d'illégale et d'inconvenante. Illégale pourquoi? Expliquez-nous. Illégale tout simplement parce qu'elle allait à l'encontre de l'article 88 de la Constitution française, qui dit très clairement que la primauté du droit communautaire par rapport au droit national, illégal aussi au regard des règles communautaires, puisque l'article 54 de mémoire du règlement
de la Commission sur la sécurité alimentaire codifie très précisément les démarches à entreprendre par un État membre qui veut interdire tel ou tel type d'aliment. Donc c'est le gouvernement qui est, entre guillemets, responsable justement de ce texte. Oui, mais c'est l'UMP avant vous, hein, avant ce gouvernement-là, les gouvernements précédents, les gouvernements Fillon avaient décidé aussi d'un moratoire sur ce maïs transgénique. Donc c'est assez transversal politiquement parlant. Oui, sauf que j'ai toujours dénoncé précisément les clauses de sauvegarde qui étaient assises sur des, je dirais, des errements en matière scientifique puisqu'on faisait mentir les agences. Par contre, c'est quand même l'UMP, ma famille politique, qui en 2008 est sortie par le haut dans ce dossier au travers d'une loi qui respectait les agriculteurs qui voulaient ou qui ne voulaient pas planter, les consommateurs qui voulaient ou qui ne voulaient pas consommer. Mais malheureusement, si vous voulez, la politique et l'émotion l'ont emporté sur un débat qui devrait être beaucoup plus rationnel parce qu'il est éminemment stratégique. Stratégique, c'est-à-dire que vous souhaiteriez qu'il y ait un petit peu plus de recherche, et notamment en culture dans des champs de maïs transgénique? Bien sûr, parce qu'au-delà de la recherche, il y a le brevet. Et quand vous avez le brevet, eh bien, vous avez la maîtrise de la propriété intellectuelle de telle ou telle céréale améliorée. Or, aujourd'hui, si vous voulez, après une dizaine d'années d'errance sur ce dossier, je dois le dire, droite et gauche confondues, soyons honnêtes, eh bien, ce sont les multinationales nord-américaines et maintenant chinoises qui sont propriétaires des traits génétiques. Et lorsqu'aujourd'hui, je vois que le gouvernement va s'acheminer, si vous voulez, sur l'écriture d'un arrêté ministériel qui sera tout aussi illégal au regard uniquement, là, au regard, si vous voulez, des règles communautaires, eh bien, moi, je dis à ce gouvernement, mais n'ayez pas peur. Il n'y aura pas de semis au printemps, pour la bonne et unique raison, c'est qu'il n'y a pas de semences pour la France. Il n'y a pas de semences Monsanto 810 pour la France. Oui, mais les agriculteurs peuvent aller l'acheter dans d'autres pays, acheter dans d'autres pays européens. Parce que la France ne fait plus partie des clients. Alors, de telle ou telle entreprise, notamment de l'entreprise Monsanto. Alors, effectivement, ils peuvent aller la chercher et l'acheter à l'étranger, mais quand vous ne pouvez plus semer, vous n'êtes plus dans le marché. L'exécutif, en tout cas, qui semble rester très déterminé sur l'interdiction de la mise en culture du maïs transgénique. De toute façon, il y parviendra parce que l'arrêté, il sera signé. Mais cet arrêté, encore une fois, sera illégal. Il sera dénoncé. Le Conseil d'État le cassera. Il va le sanctionner à nouveau, oui, comme le précédent. Le cassera, mais les semis seront passés. Les semis qui vont avoir lieu dans 3 semaines, voilà, c'est ça, à peu près. Voilà. Bon, cette question va sans doute ressurgir, Jean Bizet, au Salon de l'Agriculture, où vous serez présent, j'imagine, comme chaque année. Oui, bien sûr, parce que l'agriculture, eh bien, c'est quand même le secteur, si vous voulez, qui, au travers de l'agroalimentaire, dégage un excédent de notre balance commerciale française. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent, je dirais, s'en vanter. Eh bien, c'est ce que nous essayerons de montrer sur l'antenne de Public Sénat, puisque comme chaque année, Public Sénat sera présent au Salon de l'Agriculture à partir de ce samedi et jusqu'à jeudi prochain. Donc, vous pourrez nous retrouver en direct du Salon. Première émission samedi entre 14h et 15h. Merci beaucoup, Jean Bizet, d'être venu sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission qui suit la séance des questions d'actualité ici au gouvernement. Très bonne soirée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire.